Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Il sera question de dette, oui, de dette aujourd'hui, dette des pays africains. Et pour en parler, nous recevons quelqu'un dont c'est le métier. Il s'agit de Dr Yves Ekwe Amaïzo qui vit du côté de l'Autriche. Bonjour, Dr Amaïzo. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Écoutez, je vais très bien. Je suis heureux que vous m'invitiez à partager un peu notre savoir sur les problèmes de la dette et surtout avec l'ensemble de votre immense public. Merci, docteur Yves Kouamaïso. J'aurais dû vous inviter très souvent. Cela fait 11 ans qu'on se connaît. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement maintenant que je vous invite. Donc, chers téléspectateurs, je fais mon mea culpa. Comment est-ce qu'un Africain peut négliger un éminent économiste africain? Vous êtes libre de me donner des amendes, je paierai. Voilà. Docteur, docteur Yves Kouamaïso, vous êtes économiste spécialisé en stratégie. Mhm. Vous avez travaillé Tout à fait. vous avez travaillé en conseil et négociation au sein de l'ONUDI de 1988 à 2007. Est-ce que Tout j'ai à bien fait. travaillé? J'ai bien cherché sur Et vous? oui, oui, vous avez bien travaillé. On a travaillé aux Nations Unies, effectivement, surtout tout ce qui est orienté investissement Mhm. et le secteur privé africain. Vous êtes expert indépendant depuis 2008. Vous avez commis plusieurs ouvrages, 5 ou 6 par là, dont un a fortement retenu mon attention. Il est intitulé Mondialisation et marginalisation, une chance pour l'Afrique, publié chez l'Harmattan. C'était en 2008, je crois bien aussi, hein? Tout à fait. Et en fait, le vrai titre, c'était le sous-titre que vous dites. Le vrai Mhm. titre, c'est le passage de la dépendance des Mhm. Africains vers l'interdépendance. Vers l'interdépendance. Et à l'époque, en 1980, ce titre posait problème, puisque pour beaucoup d'Africains, c'était le passage de la dépendance, effectivement, vers Mhm. l'indépendance. Et je m'étais porté en faux, puisque cette indépendance dont nous parlons, en tout cas pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, la dette, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc, j'ai choisi le mot interdépendance. Et le deuxième élément de l'interdépendance, c'est que j'ai été aussi conseillé par mes heures perdues avec le système libyen. Et Mhm. j'étais parmi les experts qui avaient choisi ou composé les noms de l'Union africaine. Et j'avais choisi aussi l'interdépendance africaine. Seulement, j'avais été mis en minorité. Et donc, voilà un peu toute l'histoire de ce mot qui, aujourd'hui, reprend toute son actualité dans le cas de la dette. Docteur Yves Maïzo, vous êtes également président fondateur du think tank Afrocentricity. C'est quoi Afrocentricity? Alors, vous voyez, je me suis aperçu que, à l'époque, 80 jusqu'à 2000, on avait un afro-pessimisme ambiant et qui faisait que systématiquement, et peut-être ça continue aujourd'hui, il y avait une sorte de destruction systématique au sens informationnel du noir, de l'Africain, Mhm. de son continent, l'Afrique, de sa diaspora. Et Mhm. je me suis posé la question d'où ça vient et pourquoi. Je ne suis pas le révolutionnaire né et je me suis aperçu qu'il faut donc défendre sa position pour exister. Mhm. Et je me suis aperçu qu'en fait, les Africains en général, les médias africains en particulier, ne répondaient quasiment jamais aux affirmations dans les journaux occidentaux, souvent fausses, Mhm. erronées, et Mhm. souvent faites pour nous ridiculiser. De Mhm. là est venue l'idée même de pouvoir donner des textes plutôt documentés, vérifiables, sur notre position à nous, Africains. Deuxième élément, c'est que dans l'histoire aussi, on nous a niés. Dans beaucoup de grands livres, l'Afrique a disparu, les Égyptiens anciens, la culture africaine tout simplement, la maths, les valeurs africaines ont Mhm. disparu, ou en tout cas mis de côté. Et on nous fait croire que ces valeurs viennent d'ailleurs. Donc, tous ces éléments mélangés m'ont amené à non pas provoquer, mais systématiquement tenter de répondre sur des terrains plutôt scientifiques dans mon domaine, l'économie, finance, stratégie, gestion,
sur des positions que j'entends qui sont erronées vis-à-vis des Africains en général, d'où le principe de l'afrocentricité, pensée d'un point de vue des Africains. Chers téléspectateurs, vous avez l'habitude de lire les écrits, les analyses, les réflexions de ce think tank Afrocentricity sur JMTV+, et nous vous en remercions. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet qui parle de la dette. Le 7 avril 2024, dans le journal en ligne La Platurge, ma consoeur Anna Cabana écrivait ceci: Dette en Afrique. Voici le classement des pays les plus endettés auprès de la France. C'est cet article, commis donc par ma consoeur Anna Cabana, qui m'a amené à inviter Dr Yves Kwamaïzo pour qu'on parle de la dette. Une fois encore, merci Dr Amaïzo d'avoir accepté notre invitation. La première question, pouvez-vous nous définir votre compréhension de la notion de la dette? Je suis très content que vous commenciez par ce point très important. Chaque fois que tout individu pense à la dette, on le pense d'un point de vue négatif. C'est une charge. C'est vrai, c'est une obligation financière. C'est vrai, qui pèse sur une personne physique ou une personne morale, une société par exemple. Ça peut être tout simplement une somme d'argent que je dois à quelqu'un, à vous par exemple, pour tel ou tel service que vous m'avez rendu. Mais en réalité, que ce soit écrit ou pas, c'est un contrat qui nous lie le débiteur et bien sûr la contrepartie qu'on appelle les créanciers. C'est un acte de droit. Vous voyez, on quitte l'économie pour du droit. J'ai une obligation en fait de vous rembourser. Mais quand on le pense plus globalement, c'est une forme de gouvernance aussi. Je peux organiser toute une famille, un village, un État, mais je ne peux dépenser que ce que j'ai. Donc si je dépense au-delà, et je vis donc au-dessus de mes moyens, il y a problème. Surtout si cette dette que je viens de construire, de créer, se met à s'accumuler. Et au bout d'un moment, peut-être, je ne pourrai pas rembourser. Un autre élément, c'est que la dette elle-même génère, à travers les taux d'intérêt, d'autres formes de dette qui elles-mêmes, si elles s'accumulent, finissent par m'étrangler. Donc, si l'opération se répète et qu'en plus vous rajoutez la malgouvernance pour un État, par exemple, cet endettement dégénère. Le problème, c'est qu'en contrepartie d'une dette, on peut faire une bonne opération. Si j'achète une maison, une voiture, est-ce que c'est vraiment de la dette puisqu'en fait, je répartis sur plusieurs années mon paiement? Sauf que si je vais acheter quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent, je m'endette pour aller jouer au jeu et que j'ai perdu tout du jour au lendemain et que je m'endette, je suis quasiment incapable de rembourser cette dette-là. Alors, tous ces exemples pour dire qu'il s'agit en fait, c'est un système qui est créateur de droits dont profite le créancier, qui peut me prêter pour me remettre à flot. Le problème, c'est qu'il y a ma dette de base qu'on appelle le principal, et puis les taux d'intérêt qu'on appelle le service de la dette, qui peuvent se cumuler et rendre cette dette qu'on appelle souveraine quand il s'agit des États, privés quand il s'agit du secteur privé, donc rendre cette dette non soutenable. Je ne peux pas rembourser. Alors du coup, le créancier, il a les droits de récupérer son argent. Il peut le récupérer en me demandant de payer, et j'ai pas les moyens. Il peut me demander, mais si tu n'as pas les moyens, donne-nous quelque chose en hypothèque, par exemple un terrain, une maison, voire des mines, voire un espace, voire un port, etc. Pour celui qui a perdu au jeu, il peut donner sa voiture. Il peut même donner sa femme pour certains. Alors, vous voyez que tous ces éléments de droit posent problème. Si jamais vous refusez de payer, l'ego pour vous forcer à payer. Du coup, on quitte le droit un peu, on quitte un peu l'économie pour arriver à ce qu'on appelle la dépendance. Je dépends du créancier qui va peut-être plus loin encore me dire, écoutez, puisque vous me devez tant d'argent, je décide de ce que vous, l'endetté, vous devez faire. Et on va voir dans les exemples plus tard que ça peut poser un vrai problème de votre choix souverain sur ce que vous souhaitez faire plus tard en tant qu'individu, mais alors en tant que société et encore pire, en tant qu'État. Donc, il faut retenir la notion vraiment d'un système de créateur, en fait, tout simplement de droit, et qu'il faut éviter de tomber dans le piège où on ne peut pas rembourser.
Docteur Maïzo, avez-vous une idée de la dette africaine et selon vous, pourquoi est-elle aussi élevée? On parle pour le cas de la Côte d'Ivoire, plus de 1000 milliards d'euros. Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, les trois premiers pays les plus endettés en Afrique noire francophone, sont au-delà de 1000 milliards d'euros de dette envers la France, uniquement envers la France. Alors, avez-vous une idée de la dette globale des États africains et, à votre avis, pourquoi est-elle aussi élevée? Alors, le niveau de la dette, vous avez un peu de chance, je me suis un peu renseigné. Alors, vous avez bien raison de dire la dette vis-à-vis de quelqu'un, parce que suivant le créditeur ou le créancier, la dette peut être différente. Là, vous avez parlé essentiellement de la France. On va parler plutôt globalement tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, la dette totale de l'Afrique subsaharienne Hmm. en 2023, faut être précis, à peu Hmm. près les dernières statistiques que j'ai pu obtenir, provenant du groupe de la Banque mondiale, s'élève à 833 milliards en gros de dollars. Et on peut les répartir. En gros, 38%, c'est ce qu'on appelle les dettes multilatérales, les institutions financement de développement. En gros, 20%, tout ce qui est bilatéral, la France, les États-Unis, l'Espagne, etc. Et 42%, une partie importante, les dettes privées. Hmm. On verra tout à l'heure les détails. Dans ce global-là, la France dont on parle représente 2% en bilatéral. La Chine, Hmm. 11%. Donc, vous Hmm. voyez, quand on dit qu'on est très endetté, il faudrait se poser la question, quelle est la place de tel ou tel dans l'ensemble de cette dette-là? Mais Hmm. il se trouve aussi que ces dettes, ces chiffres, stock total, hein, comprend bien sûr le principal et bien sûr les intérêts qui se sont D'accord. accumulés. Donc, Hmm. la question est de savoir qu'est-ce que vous remboursez réellement, en fait, qui vous permet de continuer à fonctionner, par exemple, en tant qu'État. Et Hmm. c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Et ce service de la dette-là, il peut lui-même devenir asphyxiant pour un certain nombre de pays. Donc, je suis d'accord avec vous, les chiffres peuvent varier. Moi, ici, 2022, que ce soit la Banque mondiale autour, on tourne autour de, avec une population de 1,1 milliard, hein, à peu près, un revenu de 1,9, je reviens toujours à ce chiffre, 830, 850 Hmm. milliards d'euros à peu près. Donc voilà, restons à peu près dans ces grandes valeurs aujourd'hui. On peut aller dans le détail, mais on perdra nos téléspectateurs. On Oui, faudrait montrer que c'est un chiffre important pour l'Afrique. tout à fait. N'y a-t-il pas là une forme d'injustice, docteur Amaïzo, dans ces statistiques que vous nous donnez, notamment lorsqu'on sait qu'elles proviennent des institutions de Bretton Woods, institutions pas toujours très tendres vis-à-vis de certains pays du tiers-monde. Encore une question très, très intéressante. Vous voyez, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure qui concernent l'Afrique subsaharienne essentiellement. C'est que j'ai cherché aussi pour savoir est-ce que nous sommes les seuls Africains à être endettés? La réponse est bien sûr non. Non. Et ce n'est pas un secret ce n'est un secret pour personne. Les États-Unis sont les plus endettés, mais vous ne les La- trouvez pas sur la liste directement. les La États-Unis, la France, première puissance mondiale, vous dites. eh oui, Les pays sont le mais pays le plus totalement endetté. endettés. Ils ont même, vous allez à New York, il y a un endroit d'ailleurs, vous avez des chiffres qu'ils passent leur temps à mettre des 000 derrière, et je ne sais même pas s'ils vont pas faire un nouvel espace pour rajouter un troisième ligne de zéro. Donc, endettement, oui. On verra après pourquoi c'est comme ça. La France, très endettée, en Hmm. pourcentage, en gros, je crois qu'ils sont passés maintenant pratiquement au-delà des 5,6 ou 5,7%, c'est-à-dire qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Tout à fait. Mais eux, ces pays riches, qu'on appelle le Nord global, ne subissent pas les mêmes taux d'intérêt que les Africains. Hmm. Donc, premier problème d'inégalité. Pourquoi c'est comme ça? Quand on compare ces deux dettes africaines ou françaises pour leur propre pays et les pays de tel ou tel pays africain, on s'aperçoit qu'en fait, en proportion, on est quand même mieux lotis en Afrique. Mais Hmm. pourquoi nous subissons des taux d'intérêt aussi élevés Ouais. qui, Pourquoi? en gros, nous empêchent
d'accéder au marché financier et donc librement d'aller chercher de l'argent sur le marché? Eh bien, parce qu'entre les deux, il y a des gens qu'on appelle les agences de notation qui vous jugent, qui jugent votre risque. Est-ce que c'est risqué d'aller investir chez vous ou est-ce que vous n'avez pas une chance de tomber dans ce qu'on appelle un défaut de paiement? Et s'ils estiment que c'est élevé, ben vous avez un taux élevé et ce taux fait que vous êtes noté, hein, donc ces notes font que ben, les investisseurs ont peur, entre guillemets, et suivent ces chiffres-là. Ce sont bien ces La chiffres, réalité, c'est que les A, ce sont bien les chiffres, les A plus, A moins, c'est bien cela. voilà, bon, chacun a un peu son style, mais vous avez bien raison, c'est les AA+, les BB-, les DD, ceci et cela. Ne perdons pas le téléspectateur. Ce sont des notations, et ces notations, pour être simple, 20 sur 20, vous passez, 0 sur 20, vous passez pas. Maintenant, entre les deux, il y a une gradation. Voilà que nous avons en gros la même proportion de dette que la France. La France a 18 sur 20 et tel pays africain a 5 sur 20. Est-ce que c'est normal? Voilà le fond de tout le problème de la dette. Parce que ce taux d'intérêt qu'on vous applique de manière inégale, vous n'avez quasiment que peu de chances de pouvoir le modifier, puisque ce sont des agences occidentales et très souvent privées qui le gèrent. C'est vrai que nous avons des agences de notation, Dagon, il ne faut pas le citer, chinoises, qui sont... mais que beaucoup de moments n'écoutent pas. Sauf peut-être les pays africains. D'autres aussi qui sont en train de se monter du côté des Russes. Premier élément, donc on est jugé par quelqu'un qui, en fait, est jugé parti. Parce qu'il va juger, en tant que pays occidental, société occidentale, la dette de ses frères, confrères, compatriotes. Et il est plus indulgent. Cette première injustice fait que nous avons des taux d'intérêt trop élevés, qui en plus, c'est là le problème, nous oblige à passer par une des structures qu'on appelle les institutions de financement international, les agences de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international essentiellement. Et sans leur accord, vous ne pouvez pas donc sortir en gros de cet endettement et surtout aller sur le marché financier international librement. Les deux cumulés, vous vous retrouvez à avoir une dette supérieure à ce que vous pouvez soutenir et vous êtes condamné à passer par eux. Et eux se sont spécialisés à vous redonner de la dette pour rembourser de la dette. Ce qui fait que vous ne sortez jamais de votre système, le cercle vicieux de cette dette-là. On va en venir à la fin de la discussion parce qu'il y aura une discussion entre quel type de dette, elle est odieuse, elle est valable, il faut la rejeter, il faut nationalité, etc. Docteur Maïso, on y arrivera. Vous pointez là une partie de la charte de l'impérialisme, quoi. Empêcher par tous les moyens ces pays-là de se développer. C'est écrit. Vous convenez? Alors, vous rentrez dans l'histoire. Vous rentrez dans l'histoire et je ne vais pas trop me développer là-dessus, sinon beaucoup vont se fâcher. Mais sachez que l'histoire, 1885, on a quand même divisé cette Afrique. Certains même avec une règle. Et puis, les frontières coloniales sont là. Et j'ai vu des plans qui montraient l'Afrique sans SANS, les Africains. Pensez aux matières premières. Donc, ce que vous dites sur la charte, elle n'est pas fausse, puisque on l'a eu au niveau de la traite des Noirs, l'esclavage, il s'agissait de faire en sorte que le Noir, l'Africain, ne soit pas un humain, mais un meuble. Donc, qu'on peut utiliser un peu pour, en fait, faire son ajustement. Et ça pose un problème de fond. Quand on disait du Togo que c'était un pays modèle, Mousta colonie, la colonie modèle, tout le monde applaudissait. Sauf que quand vous faites une étude un peu plus approfondie, la colonie modèle était la colonie qui ne permettait à l'Allemagne de ne pas dépenser un centime, un mark à l'époque, pour ce pays. Au contraire, le pays produisait tellement d'avantages et d'argent et de minéraux et de matières premières que ça permettait même de nourrir en fait le pays colonisateur. Ce qui est extraordinaire. Donc, vous voyez le jeu de mots qui peut se faire autour de ceci. Non, je partage tout à fait votre approche. Alors, vous citez le cas du Togo, chers téléspectateurs, sachez que ce fut le cas dans toutes les colonies allemandes et même françaises et espagnoles. Hein. C'était partout comme ça, donc ce n'est pas lié qu'à l'Allemagne. Voilà.
Alors, venons à un cas particulier. Beaucoup pensent que la France est la principale créancière des pays, de ses anciennes colonies en Afrique. Est-ce vrai ou faux? Vous aimez les questions directes. Oui, il faut y aller droit La dans le but. France, aujourd'hui, Mhm. globalement, est de moins en moins la principale ou le principal créancier des pays africains. Parce qu'il y a eu un changement autour des 2 dernières décennies vers les pays asiatiques, pour ne pas dire essentiellement la Chine. La Chine. Il y a plusieurs conditions à cela. La Chine ne pose pas de problème de droits de l'homme. La Chine n'est pas regardante sur les conditionnalités draconiennes du Fonds monétaire international et donc des Occidentaux. Mhm. Et il faut dire la vérité, quand je dis la Chine asiatique en général, la plupart de ces pays payent les matières premières à un prix tout à fait raisonnable, en tout cas acceptable en termes de comparaison avec les prix internationaux. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays occidentaux, la France en particulier. Donc, pour Ok. répondre à votre question,